On se retrouve pour la seconde partie d'Europe District à Pristina, devant Newborn, ce signe qui symbolise l'État nouvellement né le 17 février 2008. Nous allons d'ailleurs vous proposer en fin de programme une visite insolite de cette capitale juvénile, chaotique, en compagnie d'une artiste. Et puis, nous irons aussi à la rencontre de sa constitution très laïque qui se défend contre toutes les tentatives d'entrisme de mouvements religieux. Mais tout de suite, parlons de la loi du Kanoun, tradition albanaise ancestrale et sanglante. On pourrait la résumer par œil pour œil, dent pour dent. Elle oblige, dans certains villages reculés du Kosovo, des familles à vivre littéralement emmurées. Notre reporter est allé rencontrer l'une d'elles. En plein cœur de la campagne kosovare, à Gashk, la famille Neziri vit un cauchemar éveillé. Impossible pour ses membres de sortir de leur maison, un enfermement qui dure depuis plus d'1 an et demi, depuis ce jour de février 2010, où l'un des frères de Shikeri a commis l'irréparable en tuant Brahim, membre du clan Veseli. Nous avons peur parce que nous leur devons une personne. Nous sommes sous le coup de la loi du Kanoun et non de la justice kosovare parce que personne ici ne respecte le système judiciaire du Kosovo. Si la justice et les lois kosovares étaient respectées, je n'aurais pas eu besoin de m'enfermer à la maison avec 34 membres de ma famille. Le Kanoun, encore en vigueur aujourd'hui en Albanie et au Kosovo, est un code d'honneur séculaire né au XVe siècle sous l'occupation ottomane. Ne reconnaissant pas les lois édictées par le sultan, les Albanais ont créé leur propre code qui s'est transmis oralement de génération en génération. Équivalent de la vendetta italienne, le meurtre appelle la vengeance. Les Veseli mâles sont ainsi en droit de tuer un des Neziri, une loi où l'individu est nié. L'acte individuel d'un représentant d'une famille n'engage pas seulement sa responsabilité en tant qu'individu, mais aussi celle de toute la famille ou de toute la tribu. Chaque individu fait partie d'une grande famille. Le seul endroit où ils sont en sécurité, c'est leur maison, sanctuarisée selon les règles du Kanoun. Tous les membres de la famille s'interdisent toute sortie de peur de croiser un Veseli. C'est le cas aussi des enfants les plus âgés. Avec l'aide de négociateurs, Shikeri et son père ont tenté de demander la Bessa, le pardon, pour épargner les adolescents, mais en vain. Linda a 18 ans et elle vit très mal son isolement. Bien sûr que ça me manque d'aller à l'école. Ça me va ce que je fais ici, mais je préférerais aller à l'école. Le Kanoun protège les enfants prépubères. Du coup, les Neziri ont décidé que seuls les moins de 8 ans continueraient à aller à l'école. Mais ils vivent la peur au ventre. Ils attendent leurs petits camarades pour quitter la maison et s'interdisent tout commentaire sur la situation. Les conséquences sont lourdes pour tous. Impossible d'aller voir le médecin et de sortir travailler. Sans ressources, il est difficile pour moi de m'occuper de cette famille. C'est déjà difficile d'assurer la nourriture pour un enfant, et ça l'est encore plus pour 34 personnes. Le problème principal, c'est que je ne peux pas sortir pour travailler. La famille survit grâce à la solidarité de ses proches. Mais le chef de famille a du mal à accepter cet état de fait et est prêt à se sacrifier. Le jour arrivera forcément où je n'aurai pas le choix. Il faudra bien que j'aille le chercher moi-même pour le lui dire. Tue-moi parce qu'il ne me reste plus rien. En plus de son frère, accusé du meurtre, 4 autres membres du clan Nezeri sont aujourd'hui sous les verrous pour complicité. Ils attendent tous d'être jugés. La famille se dit prête à accepter le verdict de la justice kosovare. Quant au Kanoun, de mémoire de patriarche, Aki, qui juge ce code dépassé, n'avait jamais vu une telle sévérité. Les gens ont toujours trouvé une solution, mais une telle situation n'a jamais existé. J'ai 76 ans et de toute ma vie, je ne me souviens pas d'un problème comme celui-là. Face à la situation, la police locale avoue son impuissance. Il lui est impossible de prouver que la famille Nezeri est en réel danger de mort. Du côté des Veseli, nous avons retrouvé le frère de la victime, Aslan, mais il a refusé de s'expliquer devant la caméra. S'il n'avoue pas explicitement appliquer la loi du Kanoun, il admet ne pas croire en la justice kosovare et que tout pardon est exclu.
Pristina compte une vingtaine de mosquées et 90% des Kosovars se considèrent comme musulmans. Pour autant, l'État né en 2008 se veut profondément laïque. La foi n'a pas le droit de citer à l'école, pas plus que le port du voile. Certains groupes religieux voudraient revenir sur ces fondamentaux, en particulier en introduisant l'enseignement des religions à l'école. Polémique et reportage. Le 29 août dernier, le Parlement kosovar a rejeté 2 amendements présentés par le Parti de la Justice. Ce petit parti conservateur à tendance islamiste, membre de la coalition gouvernementale, exige ce qu'il appelle la fin des discriminations religieuses et des conflits interethniques à l'école. Un slogan qui cacherait des intentions peu avouables. Cet amendement peut être vu comme un très bon amendement, mais en fait, il n'y a pas de haine interreligieuse au Kosovo, et en particulier dans l'école publique. En fait, c'est juste un amendement pour introduire le voile à l'école. La majorité de l'Assemblée a estimé que faire entrer le voile et l'éducation religieuse à l'école mettait en péril la laïcité dans les institutions publiques. Une laïcité à la française garantie par l'article 8 de la Constitution kosovare, rédigée au lendemain de l'indépendance en 2008. Pourtant, les idées du Parti de la Justice trouvent un écho, notamment dans cette mosquée et chez les musulmans les plus radicaux. Pourquoi ma fille ne pourrait pas aller à l'école habillée comme elle le veut? Il y a bien des filles qui s'habillent de manière légère. Celles-là, on ne leur dit rien. Et les nôtres, qui sont habillées comme il faudrait les en empêcher? Le port du voile est très important pour nous, d'autant plus important que c'est le comportement de la femme qui régule la société. Si une femme se déshabille, si elle est à moitié nue, elle va tenter tout le genre masculin. Pour le Parti de la Justice, le Kosovo fait une mauvaise interprétation du principe de laïcité. Pour lui, la liberté de culte devrait primer et le voile n'est pas un signe religieux, mais un choix de comportement. Ces arguments font écho aux polémiques sur le voile très virulentes dans l'Union européenne, qu'il retourne même à son compte. L'éducation religieuse ne modifie pas l'essence de la laïcité à l'école publique. Le concept de laïcité n'est pas menacé pour la raison suivante. Beaucoup de pays d'Europe, c'est-à-dire 26 sur 27 pays de l'Union européenne, apprennent la religion à l'école. Les enfants s'informent sur la religion et apprennent l'éducation religieuse. Des chiffres pas tout à fait justes, d'autant plus que sur le fond, l'Union européenne se félicite de ce statut laïque qui accorde les mêmes droits aux catholiques, aux orthodoxes et aux musulmans. Avec une population à 90% musulmane, l'État a fait le choix de la laïcité pour protéger ces minorités, comme les catholiques albanais ou les serbes orthodoxes. Pourtant, en 2010, 2 filles se sont présentées voilées dans ce lycée, juste en face de la mosquée. C'est arrivé pendant le dernier mois de l'année de terminale. Nous avons trouvé un compromis pour ne pas les blesser. Nous leur avons conseillé d'enlever le voile, mais elles ont refusé. Nous les avons autorisées à rester dans la classe, mais pas à s'exposer dans la cour. Et elles ont pu terminer leur année scolaire. D'autres directeurs sont allés jusqu'à l'exclusion, déjà inquiets du déficit de mosquées et de la construction sur les deniers publics d'une immense cathédrale. Une centaine de musulmans sont descendus dans la rue. Ils accusent le gouvernement de favoriser les religions minoritaires. L'État et les enseignants ont dû faire preuve de pédagogie pour défendre le concept de laïcité. Mais chez les principaux intéressés, les avis restent partagés. Il faut autoriser le voile à l'école parce que la plupart des chrétiens portent déjà la croix à l'école. Je me demande pourquoi nous, ils ne nous laissent pas aussi porter le voile à l'école. Personnellement, je suis vraiment contre, car il existe des écoles adéquates pour les musulmans et les femmes qui veulent porter le voile. Le Parti de la Justice compte revenir à la charge avec la proposition d'un référendum populaire sur la question. Mais la majorité de la société kosovare n'est pas prête à mettre en cause le principe de laïcité et préfère mettre en avant sa tolérance. Son objectif est d'afficher une appartenance culturelle aux valeurs occidentales en vue d'une adhésion qui s'annonce difficile à l'Union européenne. Pristina, comme vous ne l'avez jamais vu, embarquement immédiat pour notre balade culturelle en compagnie de Neriman Kamberi, auteur de nouvelles, de poésie et également de romans, comme Un jour peut-être. Alors un jour, elle est née au Kosovo, le lendemain, elle a passé 20 ans en Belgique, le surlendemain, elle a passé encore une vingtaine d'années à Pristina, cette capitale patchwork, hétérogène et hétéroclite qu'elle va nous faire découvrir dans quelques instants.
Et voilà, on se retrouve en compagnie de Neriman. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous avez donné rendez-vous devant la fameuse Bibliothèque nationale de Pristina. C'est un bâtiment très futuriste pour l'époque où il a été construit tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Donc, le communisme qui faisait ses premiers efforts pour cette province encore très illettrée, très peu développée. Et aujourd'hui, le bâtiment, c'est vrai, est très excentrique. Très éclairé à l'intérieur grâce à ces bulles qu'on voit, enfin qu'on appelle ces hublots comme on pourrait appeler. Donc c'est vrai que ça, on aime ou on n'aime pas, elle ne laisse pas indifférent de toute façon. Le Kosovo était tout de même réputé comme le parent pauvre de cette ex-Yougoslavie, ne bénéficiant pas de beaucoup d'investissements ni de crédits. Toutes les ressources du Kosovo partaient vers la Serbie et au Kosovo, on ne construisait rien. Il ne faut pas oublier que le Kosovo était une province à l'époque. Dans la constitution yougoslave, le Kosovo n'avait pas le statut de république. Aujourd'hui, nous sommes dans le Kosovo de l'après-guerre où les Nations Unies se sont beaucoup investies dans le Kosovo. Alors ici, on est en quelque sorte dans le poumon de Pristina parce que c'est pas une ville très verte, faut bien dire. Non, non, c'est absolument pas une ville verte. On manque d'arbres, on a besoin d'arbres. C'est une ville de béton, de verre, d'asphalte. Et j'adore ce coin parce qu'il y a cette allée qui est bordée de tilleuls. Au printemps, c'est un plaisir. Et ça se trouve justement en face de la faculté où j'enseigne la littérature française. Alors avec derrière nous, effectivement, cette cathédrale monumentale, catholique. Il y a tellement de catholiques au Kosovo? Non, les catholiques sont environ 10% de la population du Kosovo. Mais c'est vraiment une idée qui a été lancée par Ibrahim Rugova, qui était notre leader spirituel, qui a constamment prôné l'indépendance du Kosovo et la paix surtout, donc la non-violence. Et son idée, c'était toujours de dire que nous sommes européens, nous sommes d'origine chrétienne, pour bien montrer que le Kosovo, même s'il est musulman majoritairement, c'est un islam très modéré. Et cette cathédrale en plein milieu de la ville, évidemment, n'aura pas assez de fidèles. On l'a vu avec son premier Noël. Elle sert en fait à donner une image de ce que nous sommes. Là, on va rencontrer une de vos amies, Neriman. Oui, on va à la radio du Kosovo, on va rencontrer Elisa Roja, qui est chanteuse, mais qui est surtout architecte. Elle va nous donner un regard plus professionnel sur la ville, Pristina, à qui elle a dédié une chanson. Ah ben, on va la rencontrer et l'écouter aussi alors. Oui. Elisa, je suis avec une journaliste de Paris qui a vraiment eu envie de te rencontrer. Bonjour, bienvenue à Via Kosova. Vous portez un regard très critique sur la ville de Pristina. Pourquoi? Unë gjatë çetitjes veç I thash që më pëlqen ky kaosi qytetit plot jetë. Po, s'po di. Okej, kaosi, kuptimin social, do me thonë diversiteti, ngjarjet, natyrisht që nuk më pengon as mu, po si shapajtu nëse flasim për kaosin në aspekt strukturës fizike, sepse ka fillu me humbë, do me thonë, kualiteti I jetës për njerëzit që jetojnë në Prishtinë, mungesa e dritës, insolimit edhe shumë kushteve tjera për një jetë normale, dhe që kjo është refleks I pamundësisë, do me thonë, të nivelit qeveritar në komunë, që të menaxhoj, do me thonë, me këto trysnit e mëdhaja për zhvillimet në qytet. Kthe ky sulm që të vret kaq shumë apo kam vajun që rrugën se gjej në qytetin tim jetim pa as këta udhëheq është e prishur e trishtuar Prishtina që unë e kujtoj e dënuar gjithnjë e huaj pa fatin që dikush ta doj është e prishur e trishtuar Prishtina që unë e kujtoj e dënuar. Voilà, on se retrouve devant le musée ethnologique de Pristina qui témoigne d'un passé riche. On est au musée ethnologique qui se trouve dans une ancienne maison d'une famille riche de Pristina qui aujourd'hui appartient à l'État, où sont rassemblés ce qui représente les instruments principaux de la vie d'une famille albanaise. Quand on parle de votre culture populaire, il y a toujours un référent à l'Albanie. Hein. Vous vivez comme Albanais et pas spécifiquement comme Kosovar. C'est clair qu'on a un drapeau du Kosovo, mais non, on est Albanais.
Pour ceux qui connaissent l'histoire des Albanais, aujourd'hui, on est dispersés dans plusieurs États, mais en effet, c'est la nation albanaise, la langue albanaise, l'histoire albanaise. Pour finir la soirée, Neriman, vous nous avez amené au hammam, qui n'est pas un bain turc, mais bien, on l'entend, un club de jazz. Un club de jazz parce que c'est vrai que cette jeunesse kosovare, très nombreuse, elle n'a pas beaucoup de distractions en matière de cinéma, il y en a un seul en ville, mais beaucoup de cafés, beaucoup de bars, beaucoup de clubs aussi. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans les Balkans, c'est une culture des cafés, une culture de vivre dehors. Bon là maintenant on a vraiment un été indien et la jeunesse en profite de sortir dans les nombreux bars et restaurants qui ont été construits principalement après-guerre ces dernières années. Tous les styles, toutes les musiques et vraiment la jeunesse y trouve beaucoup de plaisir. On va écouter d'ailleurs dans quelques minutes du jazz pour terminer ce programme en beauté. Je vous dis au revoir et merci d'avoir été notre guide à travers Pristina. Merci à vous de nous avoir suivis à travers tout le Kosovo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour Europe District, cette fois-ci en ancienne République yougoslave de Macédoine, mais aussi en Albanie. 2 émissions pour le prix d'une, donc à très bientôt.